Oui, oui chérie. Oui, ben, je viens de sortir de la bijouterie et la bijoutière me disait qu'il n'existait pas du tout d'or rouge. Alors il y a de l'or rose, il y a de l'or jaune, mais il n'y a pas du tout d'or rouge. T'es sûr que ça existe? Bon, faudrait que je demande à une spécialiste. Nous sommes aujourd'hui à Toulouse, grande ville connue pour sa place du Capitole et ses bonbons à la violette, et plus particulièrement devant le laboratoire de physique et chimie des nano-objets, aussi appelé LPCNO, un laboratoire du CNRS situé au sud de cette magnifique ville. Comme son nom l'indique, cet établissement est un laboratoire de recherche notamment spécialisé dans les nanoparticules métalliques. Nous y avons d'ailleurs rendez-vous avec une spécialiste en la matière, Lise-Marie Lacroix. Je suis Lise-Marie Lacroix, je suis professeure des universités et je fais ma recherche au LPCNO. Bonjour Lise, bon déjà merci beaucoup de nous accueillir ici dans ce laboratoire du LPCNO. Personnellement moi ça me fait un petit truc parce que j'ai bossé ici quand même pendant 6 mois donc ça me fait toujours plaisir de revenir ici. Je venais te voir parce que j'ai une question qui peut paraître à la fois naïve et simple. Tout à l'heure j'ai eu ma compagne au téléphone, on cherchait un bijou en or pour ma mère et ma compagne me conseillait de trouver des bijoux en or rouge. Mais moi l'or rouge ça me dit rien et ici je sais que vous êtes spécialiste des particules et notamment des particules métalliques. Est-ce que toi, qui es spécialiste des particules métalliques et notamment de l'or, est-ce que ça te dit quelque chose de l'or rouge? Est-ce que ça peut exister l'or rouge? Bien sûr. Ouais. Et parce qu'en fait, l'or, quand on réduit sa taille, il va changer de couleur. Et ça, c'est assez magique. En fait, vous connaissez l'or normal, la couleur de l'or qu'on a tous. Mais si vous êtes déjà allé dans une cathédrale, par exemple, vous avez vu des vitraux. Il y a du rouge souvent, du très beau rouge dans les vitraux. Et bien ce rouge, il vient des nanoparticules d'or. Donc qu'est-ce que c'est qu'une nanoparticule? En fait, c'est un objet de toute petite taille. Alors pour se donner un ordre de grandeur, c'est donc l'ordre du nanomètre, donc 10-9 mètres. Donc c'est-à-dire que, en gros, si on prend un cheveu, en fait, le diamètre il est petit, tu vois, mais il va falloir le couper 10 000 fois dans le diamètre pour arriver à avoir la taille de la nanoparticule. Bon, petite parenthèse sur la taille des nanoparticules. Comme Lise vient de l'expliquer, et comme leur nom l'indiquait, les nanoparticules sont de l'ordre de la taille du nanomètre, soit environ 1/10 millième de l'épaisseur d'un cheveu. Je sais pas vous, mais moi, avec cette comparaison, j'ai encore un peu de mal à visualiser. Pour bien vous montrer à quel point on est sur des tailles démentiellement petites, je vous propose une autre comparaison. Imaginez que vous ayez une nanoparticule dans le creux de la main et que vous essayez de la regarder. Eh bien, regarder une nanoparticule dans le creux de votre main, c'est comme essayer de regarder une facette de l'œil d'une fourmi posée par terre depuis le sommet de la tour Eiffel. Faut quand même avoir une sacrée vue. Bon, parenthèse terminée, revenons à l'interview. Donc c'est vraiment un objet qui est tout petit, qui est composé de quelques milliers d'atomes. Et du coup, comme c'est tout petit, il y a des nouvelles propriétés qui apparaissent, y compris on peut avoir des propriétés au niveau de la couleur. Et pour les particules d'or, ça se transmet en une particule rouge. Donc dans ces cas-là, quand tu as ces petites particules d'or qui, après, à l'échelle macroscopique, paraissent rouges, c'est vraiment juste la taille, le changement de taille qui fait changer la couleur. Comment ça se fait? C'est une question d'optique? C'est une question de déviation de la lumière? Une question d'absorption? Alors c'est l'interaction de la lumière avec ces particules. Comme elles sont toutes petites, en fait, donc chaque atome d'or a des électrons. Et ces électrons, comme ils sont dans un environnement assez petit, assez confiné, ils vont se comporter différemment, ils vont réagir ensemble, ils vont se mettre à vibrer ensemble et ils vont pouvoir vibrer à la fréquence de la lumière. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle la résonance plasmonique. C'est tous les électrons qui bougent en même temps et qui vont faire du coup l'absorption de la lumière. Et du coup, on va voir nous le rouge puisqu'on a absorbé le reste des couleurs de la lumière visible. Donc c'est vraiment l'organisation globale. Donc si on avait des particules de différentes formes, ça pourrait avoir différentes couleurs ou ça pourrait même, si pas forcément à notre échelle. Tout à fait. Ah oui, d'accord. En fait, on va pouvoir avoir toute une gamme de couleurs allant du bleu au vert, au rouge, voire au violet. D'accord. Juste entre guillemets, avec la forme de la nanoparticule. La forme et la taille, oui. Et ces nanoparticules, comment est-ce qu'on fait pour les fabriquer? Donc tu parlais tout à l'heure de méthodes physiques ou tu parlais de méthodes en laboratoire, mais comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous mélangez juste, je vais exagérer, est-ce que vous grattez de l'or jusqu'à avoir des toutes petites particules, puis après vous en faites un tas?
Ou est-ce qu'il y a des méthodes un petit peu plus… Alors ça, c'est quand on gratte de l'or pour en faire un tas, c'est ce qu'on appelle l'approche top-down, c'est-à-dire on part d'un morceau d'or et on vient effectivement essayer d'arracher des atomes. Donc ça, c'est plutôt l'approche physique. D'accord. Nous, c'est l'approche inverse, donc bottom-up. On part de molécules qui contiennent de l'or, c'est des sels souvent, et on va venir casser les liaisons chimiques pour récupérer les atomes d'or. Et ensuite, dans la solution, ces atomes vont s'agglomérer, former des germes, puis des nanoparticules. Et c'est là où le rôle des ligands va être essentiel pour bloquer l'étape à un moment donné de croissance et qu'on arrête à la bonne taille, à la bonne forme en fonction des propriétés qu'on veut obtenir à la fin. D'accord. Et donc ça, vous faites tout ça en laboratoire ici? Oui, tout à fait. Okay. Dans des conditions un peu spéciales, particulières? Alors on peut faire dans des conditions spéciales, à l'abri de l'air. On utilise pour cela des boîtes à gants qu'on pourra voir tout à l'heure. Ou sinon, on peut aussi travailler relativement simplement. On a par exemple une synthèse d'or qui est une synthèse historique qui a été découverte dans les années 1880 déjà. Et elle se fait à température ambiante, pression atmosphérique. Donc on peut vraiment la faire, même sur cette table, on pourrait faire la synthèse. Ouais, du coup, est-ce que ça tirait si tu pouvais nous montrer un petit peu 2-3 manips au labo? Avec grand plaisir, allons-y. Bon, donc tu vois Antoine, ouais. C'est ici le laboratoire. Ouais. Par contre, dans le laboratoire, on met une blouse, on met des lunettes et on met des gants. Donc je te laisse t'équiper. Yes. Hop. Donc là ici, Lise, donc dans ce labo, tu vas nous montrer un petit peu quelques manips. Comment est-ce que vous faites du coup pour faire les nanoparticules d'or? Du coup, les nanoparticules d'or, c'est les nanoparticules les plus simples, puisqu'elles ont été faites en 1884 avec très peu de matériel finalement. Donc on va pouvoir le faire ici même. Par contre, tu vois qu'autour de nous, il y a des équipements qui sont un peu plus compliqués. Et notamment, il y a par exemple une boîte à gants. Et là, c'est quand on va utiliser des particules qui vont être sensibles à l'air. Par exemple, pour les métaux qui vont être ferromagnétiques, c'est-à-dire qui ont des propriétés magnétiques, dès qu'on les met à l'air, ils vont s'oxyder, ils vont perdre leurs propriétés. Donc là, on a vraiment intérêt à travailler à l'abri de l'air, dans des conditions un petit peu drastiques. Mais là, en tout cas, tu pourrais nous montrer littéralement une manip ici sur la feuille? Bien sûr. Donc du coup, tu as besoin de quoi pour faire tes nanoparticules? Alors en fait, on a besoin d'un sel d'or, qui est un sel qui s'appelle le tétrachloroaurate. Ensuite, on va avoir également besoin d'un ligand, qui va être le citrate de sodium, et d'un réducteur qui va être le borohydrure de sodium. Et en mélangeant tout ça, on va avoir des nanoparticules qui vont se former instantanément. Donc tu nous parlais de la boîte à gants, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu plus ce qu'il en est? Bien sûr, allons-y. Alors la boîte à gants, en fait, tu vois, il y a des gants, c'est pour ça que ça s'appelle boîte à gants, et à l'intérieur, il y a une atmosphère contrôlée. Donc on n'a pas d'air, on a juste de l'argon, un gaz très lourd, très noble, et du coup, on va pouvoir manipuler à l'intérieur, à l'abri de l'air, et ainsi utiliser des produits réactifs. Il y a des produits, par exemple, qui sont stockés là-dedans, si tu les sors à l'air, ils vont s'enflammer. Donc il faut faire vraiment très attention. Okay. Voilà. Et ensuite, on peut manipuler. Mais comment est-ce que vous faites pour manipuler avec ces gros gants? Parce que c'est quand même beaucoup plus épais que des gants classiques. Ouais, il faut prendre un peu l'habitude. Ouais. Et surtout, à l'intérieur, on remet encore une paire de gants pour éviter la contamination. Donc ça nous fait 3 paires de gants pour effectivement manipuler. On perd un peu en dextérité, mais avec l'habitude, on arrive quand même à faire des choses assez minutieuses, comme par exemple préparer des grilles de microscopie pour voir les nanoparticules, etc. Et donc là, pour pouvoir faire rentrer les produits ensuite après dans la boîte à gants, il va falloir que tu les fasses entrer par un sas, c'est ça? Donc effectivement, il y a un sas dans lequel on va venir enlever l'air résiduel et le remplacer par de l'argon. Et on va faire ça, ce petit pompage, pendant une vingtaine de minutes pour s'assurer qu'il n'y a plus d'air du tout. Et ensuite, on va pouvoir rentrer par cette petite porte nos produits à l'intérieur. Donc là, maintenant, une fois que tu as fait ces nanoparticules, où est-ce que vous les analysez? Juste à côté. D'accord, tu peux nous montrer ça? Bien sûr. Et donc là, Lise, on est devant quelle machine? Alors là, c'est un spectromètre UV visible. Le principe, ça va être de regarder comment ce qu'on est en train de mesurer absorbe la lumière. Et donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une interaction entre les nanoparticules et la lumière. Et ils vont venir absorber la lumière dans la longueur d'onde qui va correspondre à la vibration de tous ces électrons en même temps. Ça qui dépend de leur taille. Et nous, typiquement, pour nos nanoparticules, tu vois, c'est la petite bosse qu'on voit actuellement là. D'accord. Cette petite bosse, ça veut dire que les particules ont absorbé la lumière à 530 nanomètres. Okay. Et donc du coup, c'est pour ça que notre œil ne perçoit qu'une couleur rouge, puisqu'ils ont absorbé la couleur complémentaire
dans le verre un petit peu. Et donc là, juste avec cette courbe-là et avec cette machine, vous pouvez déterminer du coup l'absorbance de la particule et donc du coup la forme de la particule? Alors sur les particules d'or, c'est effectivement un peu moins sensible en fonction de la taille. Donc ça D'accord. va être plutôt des grosses variations de taille qu'on va pouvoir détecter ici. D'accord. Par contre, on va voir, si je commence à avoir des bâtonnets au lieu d'avoir des sphères, là ça va se voir très clairement. D'accord. Parce qu'on va avoir un pic à plus haute longueur d'onde qui va apparaître. D'accord. Ça très clairement. Ok, parce que justement la longueur d'onde ne sera pas absorbée de... De la même façon, en fait, on aura le mouvement des électrons va se faire différemment suivant le diamètre de la particule et suivant leur longueur. Ah oui, donc c'est vraiment pour analyser la couleur émise et absorbée par la particule. Très bien. Et tu as d'autres machines aussi à nous montrer peut-être? Oui, alors on peut aller voir le diffractogramme des rayons X qui lui va nous permettre de voir si les atomes à l'intérieur de la particule se sont bien arrangés, si on a bien la structure cristalline de l'or qui est une structure cubique à face centrée. D'accord. Donc là on est devant la diffracto des rayons X, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc du coup cet appareil, en fait, tu vois, il y a un tube à rayons X qui va permettre d'envoyer donc un faisceau de rayons X sur notre échantillon. Et ici on va voir le détecteur. Et en fonction de la position relative de l'émetteur et du détecteur, on va pouvoir voir à un moment donné des pics apparaître, des pics de diffraction qui nous renseignent sur la structure cristalline, donc comment les atomes sont arrangés au sein d'une nanoparticule. D'accord, c'est un petit peu comme si on avait plein de miroirs avec plein de petites facettes et que le faisceau était dispersé par ces facettes. Exactement. Et ça peut être assez précis, c'est-à-dire qu'avec ça on peut déterminer justement la forme, on peut déterminer la taille de la particule. Qu'est-ce qui... Alors on va pouvoir déterminer donc sa structure cristalline, Oui. sa taille, on peut. La forme, c'est un peu plus délicat. On va pouvoir y remonter, mais le mieux, c'est la microscopie électronique pour voir à la fois la taille et la forme des particules. Ah, et vous avez une machine qui permet de faire ça? Alors, on va souvent faire ça à l'extérieur, dans un centre de microscopie qui est dédié à ça. Mais par contre, on a un vieil équipement qui est en fait pour la formation des étudiants INSA. Et du coup, si tu veux, on peut aller le voir. Ah bah avec plaisir. Allez. Donc là, tu vois, Antoine, on est devant un microscope électronique à transmission. Alors, c'est pas la génération la plus nouvelle. Donc tu vois, le principe ici, ça va être de regarder nos nanoparticules, non pas avec de la lumière, dans les microscopes classiques que tu connais, mais on va utiliser des électrons qu'on va accélérer et qui vont pouvoir du coup nous permettre d'observer des choses beaucoup plus petites, en dessous de la résolution qu'on peut avoir avec un microscope optique. Mais du coup, Issa, pourquoi est-ce qu'on utilise des électrons plutôt que des photons? C'est toujours une question de résolution. En fait, comme on arrive à accélérer les électrons, on va pouvoir avoir une longueur d'onde qui va être beaucoup plus petite et donc on va pouvoir aller observer des choses qui vont être de l'ordre de la nanoparticule. La lumière, c'est 400 nanomètres, donc normalement tu ne peux pas voir en dessous de ça. Mais du coup, nous, à ce moment-là, on va voir les déviations des électrons? Exactement. Donc les électrons, tu vois, ils vont traverser cette colonne, venir interagir avec l'échantillon qui va se trouver ici et ils vont être déviés ou absorbés. Et nous, on va voir ici sur un écran phosphorescent, du coup, lorsqu'on va avoir les électrons qui vont taper dessus, ça va émettre de la lumière. On va pouvoir voir des zones sombres, les nanoparticules, et des zones claires, là où les électrons sont passés sans interaction. Ok, et on pourra donc bien voir la forme de ces particules. Exactement. Donc on voit la forme, la taille, et comme c'est un microscope ancienne génération, initialement, on avait ici des plaques photographiques et on venait ensuite donc révéler nos clichés de microscopie pour avoir la taille et la forme de nanoparticules. Bon, merci encore beaucoup, Lise, d'avoir pris le temps de nous montrer un petit peu tout ça et d'avoir répondu à toutes nos questions. Peut-être une prochaine fois. Ouais, avec grand plaisir, Antoine. Et puis du coup, bon achat du bracelet d'or rouge alors. Ça marche. Allez, ciao. Salut. Bon, c'était encore une fois super intéressant. En gros, en fonction de leur taille et de leur forme, les nanoparticules d'or peuvent avoir différentes couleurs. Elles peuvent varier du jaune au rouge, voire même carrément au violet. Merci encore à Lise et à Guillaume de nous avoir ouvert les portes du LPCNO et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine. Oui chérie. Oui, je viens de la voir et effectivement, l'or rouge ça peut exister. C'est fou. Bon du coup, plutôt un bracelet ou plutôt une bague?